Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, dont c'est l'avant-avant-dernier épisode de la saison, puisque la coupure estivale va arriver mi-juillet environ. Aujourd'hui, 5e volet de notre série sur faire de l'histoire autrement, hors du strict cadre universitaire. Après la vidéo YouTube, les arts martiaux ou encore l'écriture pour enfants, on parle d'une forme originale, le web documentaire, avec la médiéviste Isabelle Landena et le producteur Olivier Lambert. Lundi prochain, on recevra de nouveau 2 politistes, Brigitte Gaëty et Nicolas Mariot, pour parler des intellectuels. Retrouvez tous les épisodes en ligne sur le site parolehistoire.fr. D'ici là, merci et très bonne écoute. Pour parler d'une autre façon de faire l'histoire, à travers en particulier le web documentaire, j'ai le plaisir d'être avec Isabelle Landena. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université de Reims. Vous participez au programme de recherche Enfermement, qui a débouché sur un webdoc dont on va parler, un webdoc qui a été co-réalisé par Olivier Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez la société Lumento, donc, qui accompagne, qui conçoit, qui produit notamment des web documentaires. Et ça aboutit donc à ce webdoc dont on va peut-être tout de suite donner l'adresse, Olivier. Cloîtreprison.fr, qui est accessible donc sur tous les navigateurs. Alors Isabelle, comment vous est venue l'idée, dans ce programme de recherche qui existe depuis 2009, si je ne me trompe pas, de consacrer une part de votre travail à un web documentaire, donc à quelque chose qui n'est pas dans les formats les plus courants du monde académique? Alors, pour répondre à votre question, il faut remonter un peu le fil de l'histoire. En réalité, quand on a lancé le programme, on a commencé par faire un bilan de ce qui pouvait se faire, de ce qui existait, de sorte qu'on a pu poser un certain nombre de thématiques qui nous sont apparues comme particulièrement pertinentes pour explorer une histoire comparée des enfermements monastiques et carcéraux. Et donc, on a identifié plusieurs thèmes. Le premier, c'était celui de la question des règles et des règlements en milieu clos. Le deuxième tournait autour des questions de genre. Et donc, ça a donné lieu à 2 ouvrages. Et puis, nous en avions un troisième sur l'espace et un quatrième sur le travail qui est un petit peu en suspens pour le moment. Ce projet enfermement, vous avez dit qu'il associe enfermement monastique, enfermement carcéral. Ça n'a peut-être pas de soi pour les gens qui nous écoutent d'imaginer que les lieux où vivaient clos des moines et puis ensuite des prisonniers puissent être les mêmes. Comment vous avez mis ensemble finalement ces 2 univers, hein? C'est le but, le thème central de ce programme de recherche. Alors en réalité, le thème avait déjà un peu été exploré. Il suffit de se reporter aux travaux de Foucault d'abord, à ceux d'Erving Goffman ensuite, et puis dans les années 60 aux travaux du côté monastique, si je puis dire, de Don Jean Leclerc, qui avait mené débat avec quelques historiens sur l'opportunité de comparer l'enfermement monastique à l'enfermement carcéral. Et ce débat avait très vite tourné court, pour la raison simple que Don Jean Leclerc disait une chose qui est juste, à savoir que on ne va pas au monastère pour les mêmes raisons que celles qui conduisent en prison. Et donc, du coup, le débat avait complètement tourné clos. Donc, il y avait une base. Hein, on n'est pas arrivé au milieu de nulle part. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quand je suis arrivée comme professeur à l'Université de Reims. Très vite, il a été question de monter des projets. Hein, et donc, à ce moment-là, Elisabeth Lucet et Julie Claustre étaient en poste. L'une faisant sa thèse sur la criminalité monastique, Elisabeth Lucet. Oui, on l'avait reçue à ce micro pour parler du film Le nom de la rose, qui renvoie justement à ces 2 univers d'une certaine manière. Absolument. Et puis Julie Claustre, qui était maîtresse de conférence et qui avait fait sa thèse sur la prison pour dette. Et donc, moi, j'arrive dans ce contexte-là. Et de mon côté, j'avais une préoccupation sur la question de la sortie de la clôture. Je suis spécialiste des ordres mendiants, des franciscains. Et comme vous le savez peut-être, la caractéristique des frères mendiants, franciscains et dominicains principalement, est d'affirmer l'idée qu'il y a des formes de perfection possibles dans le monde pour les religieux, et notamment en prêchant, en invitant à la conversion, etc. Bon, je rentre pas dans le détail de cette affaire-là. Et donc c'est ainsi qu'a germé l'idée de creuser, aussi parce qu'il y avait des forces intellectuelles in situ, si je puis dire, la comparaison, de la reprendre, pour essayer de voir si on pouvait aller un petit peu plus loin que la conclusion qui consiste à dire, bah oui, on ne va pas au monastère pour les mêmes raisons que celles qui conduisent en prison, ou inversement. Voilà. Donc on est d'abord parti de cette réflexion.
Et puis chemin faisant, donc on a fait une première rencontre en 2009 qui a donné lieu à une première publication aux publications de la Sorbonne qui s'intitule Enfermement, le cloître et la prison. Et à l'issue de cette première grande rencontre internationale, on a continué à creuser notre sillon à travers plusieurs thématiques. Mais ce que je ne vous ai pas dit, et qui est quand même le point essentiel qui nous rassemble aujourd'hui, est que quand il s'est agi d'ancrer un peu ce programme de recherche, en réalité, sur le territoire de la région, ex-région Champagne-Ardenne, se trouve Clairvaux. Et tout à coup, ça nous est apparu, alors c'est un peu bête de le dire comme ça, mais comme une évidence. Et donc, dès novembre 2008, je m'en souviens fort bien, Elisabeth Lucet, Julie Claustre et moi-même avons pris le train pour Bar-sur-Aube, où nous attendait au bout de la ligne Jean-François Leroux, qui était le président de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, et j'en profite pour saluer sa mémoire, puisqu'il a très brutalement disparu en février dernier, ce qui a été d'abord une grande peine. C'était devenu un ami cher au fil des ans, 13 ans c'est pas rien, et puis c'est une grande perte évidemment pour tout ce qui touche à Clairvaux et à son avenir. Et donc en novembre 2008, Elisabeth, Julie et moi-même découvrons ce site sous la houlette de Jean-François Leroux, qui œuvrait déjà depuis 30 ans à la mémoire de Clairvaux, enfin plutôt à la promotion de Clairvaux comme lieu unique. Et là, on a été totalement bouleversés de ce qu'on a vu. Personne ne sort indemne de ce lieu. Nous y avons conduit des historiens français, anglais, américains, italiens, australiens, espagnols. Bon, enfin, tout le monde, tous les collègues que nous avons invités ont eu droit à la visite de Clairvaux. Bon, c'est un endroit extrêmement frappant. Et donc, c'est ainsi que un projet de recherche avec un objet qui est très large, parce que finalement, il n'y a pas que Clairvaux qui a été transformé en prison au XIXe siècle. On a trouvé ce point d'ancrage et on a compris que le lieu est totalement unique pour la raison simple que depuis la fondation de l'abbaye au début du XIIe siècle, le Bar Bernard de Clairvaux, ses frères, ses cousins, etc., jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a une totale continuité de l'occupation des lieux, d'abord par les moines, puis par l'univers carcéral, pourrait-on dire. Et puis maintenant, il y a une question de patrimonialisation qui va se poser, puisque la centrale va fermer en 2023. Alors, pour revenir à votre question sur le web documentaire, donc nous avions identifié, à l'issue de la première rencontre, un certain nombre de thématiques sur la violence, les règles et dérèglements en milieu clos, la question du genre, c'est-à-dire des thématiques qui permettaient véritablement de développer une histoire comparée. Pour essayer finalement de mieux comprendre comment on passe de ces univers monastiques à l'univers carcéral, sachant que dans la bibliographie, on nous explique que c'est assez naturel, que les bâtiments monastiques se prêtaient idéalement à la chose. Ça c'était quand même un peu le discours dominant. Voilà. Et donc, on est tombé sur la question de l'espace, et quand on est tombé sur la question de l'espace, très vite, on s'est dit qu'on n'allait pas faire exactement ce que nous avions fait auparavant, parce que ça nous paraissait peu opportun. Bon, d'abord des travaux sur l'espace, il y en a plein. Ensuite, il nous paraissait, compte tenu de ce qu'on voyait à Clairvaux, qu'on a commencé à fréquenter très très assidûment, il y avait quand même une possibilité d'aller vers autre chose que des livres académiques, des colloques avec des articles très intéressants, très savants, mais néanmoins. Bon. Et donc, vous disais-je tout à l'heure, la première idée qui nous est venue à l'esprit, c'était d'abord de faire une exposition. Et une exposition qui aurait été montée à Paris, puis qui aurait été installée à Clairvaux. Bon. Et on y a renoncé pour diverses raisons, la principale étant que, c'est un métier de faire des expositions. Alors on aurait pu faire commissaire de l'exposition, mais il y avait toutes sortes de difficultés pratiques. Bref, on y a renoncé assez vite, au profit d'une autre idée, qui était l'exposition virtuelle. Car chemin faisant, on se disait, mais enfin quand même, c'est fascinant, un tas de gens qui ignorent ce lieu, qui ignorent ces problématiques qui sont d'une actualité brûlante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un jour dans ce pays, et dans d'autres d'ailleurs, sans qu'on parle de la question de l'enfermement, de la prison, etc. Bon. Donc, on est passé à l'idée d'exposition virtuelle,
Et puis, Falk Bretschneider, qui nous avait rejoint entre-temps depuis 2011-2012 dans le programme de recherche, en se promenant sur Internet, est tombé sur un web documentaire qu'Olivier et ses collègues avaient réalisé. Et quand il nous a montré ça, donc du coup, on a trouvé celui-là puis quelques autres, et là, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Olivier Lambert, alors c'était quoi, lequel ce web documentaire? Et puis ça me permet de vous poser une question plus large. Quel était votre rapport à l'histoire comme discipline, en termes de formation, en termes d'intérêt, de curiosité, pour que ça ait pu fonctionner cette rencontre avec des historiennes et des historiens? Alors moi, j'ai une formation de journaliste. J'ai fait l'Institut français de presse Paris 2 et j'ai toujours eu un intérêt fort pour l'histoire au sens très large. Donc le fait historique fait partie intégrante de mes intérêts, de ma culture. Et il se trouve qu'avec Thomas Salva, avec qui j'ai créé Lumento en 2012, on avait déjà un prisme sur l'histoire assez fort, puisque je venais de réaliser un web documentaire qui s'appelait 17 octobre 1961, La nuit oubliée, qui était diffusé sur le site du monde.fr et qui traitait de la nuit du 17 octobre 61 à travers un découpage historique sur le moment, les faits de cette nuit, et puis une espèce de loupe dégrossissante, puisqu'on prenait un peu de recul année après année pour finalement remettre dans le contexte de la guerre d'Algérie, puis ensuite travailler l'exercice de mémoire sur un tel sujet. Je suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est qu'un webdoc, même si ça peut évoquer des choses, mais peut-être que vous pouvez nous dire, comme professionnel, de la part de ceux qui les conçoivent, quelles en seraient les caractéristiques précises par rapport à une page web statique, par rapport à une vidéo YouTube, par rapport à toute une série de formes. Et par rapport à un documentaire aussi. Par rapport à un documentaire. Quand on dit aux gens, on a fait un web documentaire, ils disent documentaire. Donc. Voilà, ils pensent 20h45 pour le grand public ou 23h pour les choses plus pointues. 1h30, je m'assieds, on me raconte une histoire. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le webdoc ? Alors quand on s'est rencontré avec Thomas Salva en 2009, lui était photographe, il sortait des Gobelins. Moi, je sortais tout juste d'école de journalisme. Et il y avait cet espace de liberté qui se créait sur Internet avec des formes de diffusion qui finalement étaient à inventer, à explorer, tout du moins. YouTube existait déjà et on pouvait mettre en ligne une vidéo. Donc mettre une vidéo en ligne, c'était assez simple. Et finalement, c'était délinéariser ce qu'on connaissait jusqu'à présent en tant que spectateur, c'est-à-dire allumer sa télé à 20h pour regarder le journal de 20h. Tout d'un coup, sur YouTube, on pouvait aller à n'importe quelle heure, consulter n'importe quelle vidéo, soit au hasard de la sérendipité qu'offre Internet, ou en choisissant un lien ou sur les conseils de quelqu'un. Et il y avait une forme qui commençait à émerger dans la fin des années 2000, qui est ce qu'on a appelé le web documentaire, qui associait le web en tant qu'outil, c'est-à-dire ce qu'est une navigation sur un site internet, ce qu'est l'interactivité, donc le pouvoir de cliquer, le pouvoir de choisir pour un internaute, à la dimension documentaire, c'est-à-dire traiter un sujet en profondeur, explorer, enquêter, réfléchir et proposer soudainement cette association entre le documentaire qui est une vision, du moins le documentaire audiovisuel qui est une vision un peu passive, où on regarde un objet audiovisuel, avec l'interactivité offerte par Internet. Donc tout d'un coup, on est sur un site web, d'une certaine façon, mais où on nous raconte une histoire et où nous, en tant que spectateurs, internautes, on peut un petit peu prendre les commandes de cette histoire. Ce point de l'interactivité, il me paraît crucial. On va revenir certainement sur d'autres aspects, mais Isabelle Landona, en tant qu'historienne et en tant qu'historien, on a souvent l'habitude de tenir assez fermement par la main les gens qu'on invite dans nos travaux en disant voilà, de la page 1 à la page 300, je vous emmène et je vous fais suivre la narration telle que je l'ai décidée. Même quand on conçoit une expo, on a des idées généralement très claires sur les parcours de visite, sur dans quel ordre on fait les choses. Est-ce que ça a été simple pour vous de concevoir une architecture plus éclatée dans laquelle finalement on est moins directif vis-à-vis des gens qui vont aller découvrir ce qu'on leur propose historiquement? Alors je vous remercie beaucoup de cette question, elle est extrêmement pertinente et Olivier s'en souvient comme moi. Ça a été très difficile pour nous de concevoir une navigation en réalité. Alors ça paraît simple comme ça, mais pour la raison que vous dites, c'est-à-dire que
à la fois, Olivier, moi je me souviendrai toujours la première fois qu'on s'est vu dans les locaux de l'EHESS où il nous a fait un peu une démonstration avec un tableau de comment ça marchait et quels étaient les prérequis, etc. Et donc il fallait concilier deux choses qui, dans notre univers, eu égard à notre formation, et quand bien même nous ne sommes pas des dinosaures, qui nous paraissaient inconciliables. À savoir, d'un côté, un récit. Il fallait raconter une histoire, l'histoire de ces espaces d'enfermement transformés, monastiques transformés en prison. Bon, d'une part, alors ça, on raconte des histoires, on sait faire, hein. Et de l'autre, accepter l'idée que le visiteur, in fine, ferait le parcours qui lui paraîtrait le plus agréable en fonction du temps, de ses préoccupations, etc. Et ça a été extrêmement difficile. Et je dois dire qu'Olivier et Thomas ont été d'une patience d'ange, parce que quand il a fallu concevoir les choses, très sincèrement, on ne voyait pas comment faire. Pour la raison que vous venez de dire, c'est-à-dire que on peut bien imaginer des scénarios alternatifs, voilà, ça c'est tout à fait possible, 1, 2, 3. Mais à partir du moment où il faut identifier les lieux, faire une visite, mais finalement pour en arriver à ce résultat, il nous a fallu un certain temps. C'est-à-dire que quand vous cliquez aujourd'hui sur cloîtreprison.fr, vous passez les vidéos du début, vous arrivez sur une vue aérienne de Clairvaux avec des petits points, des petits nuages, une petite musique, et puis des tout petits menus déroulants au-dessus des points qui sont numérotés. Donc, oui, ça ressemble un tout petit peu à une carte de jeu vidéo d'une quête Zelda ou Mario, sauf que là, au lieu de devoir franchir chaque étape les unes après les autres, on peut aller n'importe où dans le parcours. C'est ça, Olivier Lambert ? Tout à fait. C'est l'idée de laisser en fait au spectateur, à l'internaute, la liberté, le loisir de choisir son parcours et de choisir de commencer par le lieu 1 ou le lieu 7. On aurait pu pousser, entre guillemets, la gamification en débloquant un par un les accès, mais ça devenait finalement un autre objet, et l'un des objectifs quand on a créé l'objet, c'était que ce soit le plus accessible possible. Or, renforcer la gamification, ça coupait forcément un petit peu du public. Alors Isabelle Landonat, on va revenir sur la façon dont vous avez choisi ces lieux, et puis même un petit peu sur la genèse quand même du webdoc, parce que vous avez dit à un moment on a hésité avec un documentaire classique, avec une exposition. Comment ce format s'est imposé ? Est-ce que ça a fait discussion parmi vous ? Est-ce qu'il y avait eu d'autres propositions ? La BD par exemple, ça peut être aussi un outil de vulgarisation, de diffusion du savoir, de plus en plus prisé par un certain nombre de collègues. Le webdoc, comment ça a fait consensus pour vous ? Ça a fait consensus en ce sens que quand on a visionné le web documentaire d'Olivier, puis il y avait Bref de trottoir aussi, hein, voilà. On s'est dit c'est ce qu'il nous faut. Et pourquoi s'est-on dit cela plutôt que la BD, une expo et tout ? C'est parce qu'on avait la volonté aussi de mettre en valeur des archives dont certaines nous étaient déjà connues, d'autres attendaient encore d'être fréquentées, puisqu'il y a beaucoup d'archives sur Clairvaux d'abord, soit aux archives départementales de l'Aube avec lesquelles on a eu un partenariat, et avec les archives nationales avec lesquelles nous avons eu aussi un partenariat extrêmement fructueux. Donc en fait, l'un des éléments qui a présidé à la décision, je crois, outre la séduction du support, enfin je ne sais pas s'il faut on peut dire comme ça, mais qui nous semblait pouvoir offrir des potentialités qu'on ne mesurait pas très bien au départ, faut dire la vérité. Il y avait aussi la volonté de montrer des archives. Alors, quand vous faites une BD, par exemple, il y en a une qui vient de sortir sur Claude Gueux, qui est l'histoire racontée par Victor Hugo, publiée en 1834, qui romance totalement l'histoire de Claude Gueux. Vient de sortir encore une BD, il y en a eu une autre sur l'abbaye de Clairvaux. Sur Claude Gueux, le dessin est magnifique, il y a 3 phrases de dialogue, il y a quasiment rien. Mais on reconnaît très bien le décor de Clairvaux derrière, c'est merveilleux, mais on ne montre pas d'archives. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas un travail historique derrière, il y en a un assurément de la part des auteurs de la bande dessinée, mais nous, on était dans un positionnement différent. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point du choix est le suivant, c'est que
on était ancré fermement à Clairvaux, mais nous, notre objet, Clairvaux l'incarne, le symbolise. C'est pas une monographie. Du tout. On s'est jamais institué dès le départ spécialiste de Clairvaux. Enfin, on l'est un peu devenu maintenant, je crois, au fil du temps. On commence à connaître bien le dossier, mais au départ, notre propos est beaucoup plus large. C'est vraiment se repositionner sur une histoire comparée des enfermements monastiques et des enfermements carcéraux, sachant que Clairvaux incarne aujourd'hui encore parfaitement le concept, si vous voulez. Bon. Et donc, à partir de là, le web documentaire nous laissait présager la possibilité de partir de Clairvaux pour montrer aux visiteurs des centaines d'autres choses. Or, le web documentaire, vous l'avez vu, part de Clairvaux, effectivement. On a identifié des lieux, on peut y revenir. Mais il y a des exemples qui non seulement parlent de toutes sortes d'abbayes en France, mais en Europe, en fait. On a une perspective européenne. Il y a un point aussi qui m'a intéressé, c'est que ce projet, il a été élaboré dans les années 2010. C'est aussi un moment, on va dire, de confirmation d'un tournant numérique des SHS, des sciences humaines et sociales. Et ça permet aussi de donner une forme de pérennité, parce que quand on parle d'une exposition, bon, elle est itinérante, et puis ensuite elle finit, les panneaux sont décrochés, ça finit dans des cartons quelque part, ça n'a pas forcément de pérennité. Là, on a quelque chose qui peut durer. Alors après, ça dépend évidemment d'autres variables, dont des variables de financement, on pourra peut-être revenir sur cette question, mais est-ce que vous vous êtes dit aussi que c'est une manière de pérenniser dans un espace numérique quelque chose qui aurait peut-être une durée de vie plus limitée, qui serait périmée plus rapidement, si c'était sous une autre forme? Alors, oui, enfin, sachant que les livres, malgré tout, si on avait fait le choix de faire un livre, comme on en a fait 3 autres, voire un beau livre, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à un moment aussi, on a envisagé l'idée du beau livre. D'ailleurs, on ne l'a pas totalement abandonné, mais ce sera peut-être pour plus tard. Donc, le livre est très pérenne aussi, bien sûr. Maintenant, quant à la pérennité de l'objet, je vais peut-être donner la parole à Olivier, parce que, en réalité, c'est une question qu'on lui a posée assez rapidement dès lors qu'on a commencé à comprendre cet objet et la manière dont on pouvait se l'approprier, nous, ce qui n'a pas été, mine de rien, une mince affaire, hein, parce que vous aurez compris qu'il y a des enchâssements, des possibilités, et donc ça contrevenait quand même assez puissamment à la forme de récit terminal qu'un historien, quel que soit le support, est habitué à livrer à son public, qu'il soit un public de spécialistes ou tout un chacun. Bon. Et donc, la question de la pérennité, on l'a posée à Olivier. Olivier, je le laisse prendre la parole, rebondir sur ce point. Bon. Effectivement, ça durera tant que la technologie qui est derrière sera accessible par les moyens dont on dispose. Et puis, du jour où on change de paradigme technologique, ça risque d'être un petit peu plus problématique, quoi qu'on ait l'espoir de pouvoir éventuellement transposer, sauvegarder, je ne sais pas. Enfin, il y a des sauvegardes, mais ça, je laisse Olivier en parler, qui est beaucoup plus compétent que... Oui, c'était l'une des préoccupations quand le projet a été, disons, présenté. Il fallait avoir de l'espace pour mettre des archives, de l'espace pour faire cette espèce de visite virtuelle, de l'espace pour avoir des niveaux de lecture différents. Donc la forme numérique et la forme, disons, en ligne étaient a priori la plus adéquate. Mais il y avait aussi cette question de pérennité et les années 2000, enfin le tout début des années 2010 a vu un peu la consécration d'une technologie qui était la technologie Flash, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc il y a beaucoup de projets de l'époque qui ont émergé, qui ne sont plus visibles aujourd'hui, y compris mes 2 principaux projets, dont La Nuit oubliée, 17 octobre 1961, qui n'est plus en ligne. Là, on a changé de technologie, on était sur du HTML5 pour la citer, ce qui nous offre une pérennité a priori plus grande. Après, ce sont des paramètres qu'on ne maîtrise pas totalement. Oui, d'autant que les supports évoluent et que, par exemple, quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé au milieu des années 2010, c'est l'émergence des smartphones comme outil presque numéro 1 aujourd'hui d'accès au web. Du coup, j'ai essayé tout à l'heure de regarder Claude Rébrison sur mon smartphone, mais il m'a dit d'aller sur un ordinateur, ce que je fais par ailleurs. Mais c'est vrai que là, on perçoit que les choses changent vite et que du coup, les projets ont aussi une forme de péremption partielle. Exactement, c'est toute la difficulté dans la création de ces projets. Il y a aussi une question de bande passante, de réseau internet, de connexion. Si on a une mauvaise connexion, forcément c'est moins stable. Donc toutes ces questions, on se les pose quand on crée une forme, disons, interactive, et on n'a pas toujours les bonnes réponses. Nous, ce qu'on a essayé avec le cloître et la prison, c'est de créer l'objet qui soit le plus pérenne possible, donc qui n'utilise
n'utilise pas de technologie un peu trop, disons, anecdotique ou encore instable, volatile exactement, mais de s'inscrire dans des technologies assez stables, assez pérennes et qui sont les standards, disons, de l'époque. Donc d'ici 5 ou 10 ans, peut-être que la question se reposera, mais a priori, on a gagné au moins toutes ces années. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez à propos des smartphones, je pense que c'est la question de la technologie qui est derrière, qui ne permet pas de visualiser ça sur un smartphone. Et en plus, l'expérience visiteur telle qu'on l'a conçue, si on voulait faire une version smartphone, du reste, c'est une chose à laquelle on a pensé. Après, on peut parler d'argent. Hein. Oui, je pense qu'il faut, parce que l'argent est aussi le nerf du webdoc. Et donc, pour faire une version smartphone, en fait, il faudrait faire une version considérablement allégée. Un autre produit, en réalité, sur cette base-là, mais quelque chose de beaucoup plus léger. Bon, donc, on n'avait pas les moyens et ni le temps. Enfin, déjà, il y a 4 ans de travail absolument considérable, soit du côté d'Olivier, du designer, Denis, de Thomas, le photographe. Bref, il y a toute une équipe qui a travaillé du côté de l'Humelto. Et puis nous, on était 4 et on a tout fait tout seul, à 4, sur notre temps de recherche, sachant qu'entre-temps, on faisait aussi d'autres choses, plus notre métier d'enseignant-chercheur. Donc, on n'était pas du tout dans un dispositif où on déléguait ni la recherche des archives, ni la lecture des archives, ni l'écriture, ni la bibliographie. On n'a rien délégué. On a fait tout à 4. Et à 8 mains, quoi. Et donc, la technologie smartphone, parce que, évidemment, autour de moi, très vite, autour de nous, des plus jeunes, on dit « Ah, mais ton truc, c'est super, mais alors, sur mon smartphone, des jeunes, vous voyez, les enfants, par exemple, qui viennent vous dire « c'est génial, et puis j'ai voulu le montrer à un tel, et là, sur le téléphone, ça marche pas. » Ah oui, chérie, ça marche pas, parce que c'est pas fait pour ça. Et peut-être qu'un jour, on trouvera quelques sous pour faire une version un peu allégée, mais ça voudrait dire du côté d'Olivier du travail, et de notre côté aussi, puisqu'on pourra pas utiliser exactement la même technologie. Et j'espère que je ne dise pas de sottises. Oui, ça c'est un point qui me paraît important, c'est de bien rappeler, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont conscients, parce qu'ils pratiquent ces technologies, que évidemment le web et le numérique ne sont pas juste des tuyaux dans lesquels n'importe quel contenu passe indifféremment, c'est que chaque contenu est adapté à des types de formats, des types d'usages, à des types de production, et donc penser quelque chose pour un certain usage, on ne peut pas le recycler comme ça et simplement le mettre en plus petit sur un plus petit écran. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on le pense à l'instant T, c'est-à-dire que en 2016 ou 2017, quand on a commencé à envisager le projet, 2015, mais on a mis les mains dans le cambouis, disons, vraiment sur le côté web à partir de 2016-2017. Finalement, c'était une façon de penser qui correspondait à l'époque. Si on devait reprendre le projet aujourd'hui, on inverserait probablement la façon de penser, ce qui provoquerait de nouvelles contraintes pour l'équipe de chercheurs, puisque une idée toute bête, c'est la limitation en termes de nombre de caractères pour une description. Forcément, ça, c'est une contrainte. Donc l'écriture des chercheurs est contrainte par ça, pour que ce soit joli et agréable à voir sur un smartphone, par exemple. Alors, contrainte, mais aussi enrichi, parce que c'est un projet, Isabelle Landona, j'imagine, qui vous a aussi amené à reformuler des choses. On n'écrit pas un webdoc comme on écrit un livre, comme on écrit une communication, ni même une exposition. Donc, est-ce qu'il y a eu des vertus intellectuelles dans la manière de concevoir ça, en particulier dans la nature spatiale du projet, on a évoqué les lieux que vous avez choisis, alors peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur, justement, en quoi la spatialité du projet et du webdoc ont été des éléments vertueux qui se sont enrichis. Alors, pour ce qui est des lieux, donc Olivier le disait tout à l'heure, sur la page d'accueil du webdoc, on a identifié 9 lieux qui correspondent à 9 lieux de Clairvaux, mais qui en réalité sont 9 lieux nodaux, chacun est vraiment nodal, tant du côté monastique que du côté carcéral. Oui, c'est des lieux à la fois réels à Clairvaux et idéal typique de ce que sont des lieux d'enfermement, une porte, un dortoir, etc. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'était d'identifier des lieux qui puissent valoir tant du côté du monde monastique que du monde carcéral. Et sur cette base-là, en proposant un itinéraire à Clairvaux, proposer un itinéraire plus général pour explorer ces lieux au prisme de l'espace et de la transformation de ces espaces. Bon, alors, on est arrivé finalement au bout d'un certain temps à cette matrice des lieux. Et quant à l'écriture,
En réalité, une fois qu'on a réussi à comprendre qu'il fallait à la fois qu'on écrive des choses qui aient une cohérence interne et qui, juxtaposées, puissent former un autre type de cohérence, le travail a consisté à mêler de la recherche de base, c'est-à-dire du dépouillement d'archives. On est allé beaucoup aux archives et on a cherché beaucoup de choses, on a lu beaucoup de bibliographies, bon, très bien. Enfin, bref, un travail de chercheur normal. Mais on a souhaité pouvoir décliner chaque lieu, si je puis dire, de deux manières. D'une part, en rédigeant ce fameux texte où on était très contraints. Je me rappelle l'une des premières fois où on a discuté de ça avec Olivier, il nous disait ça doit faire 2000 signes, 1500 signes. On lui dit c'est pas possible. Bon, finalement, on a négocié à 5000 signes. Mais d'autre part, puisqu'il s'agissait d'espace et donc de montrer la construction des lieux, sur la base de tous les travaux antérieurs, on n'a pas inventé grand-chose quant à la manière dont les sciences humaines et sociales conçoivent aujourd'hui ce qu'est l'espace. Donc sur cette base théorique, si je puis dire, on a essayé de trouver le moyen de mêler dans le récit toutes sortes d'éléments qui permettent de montrer comment se construit l'espace. Et là, du coup, on entre vraiment, je crois, dans le vif du sujet, du support qui a été choisi, ou du médium, je ne sais pas comment il faut dire, puisque l'idée, c'était à la fois de mettre des vidéos, des choses qui bougent, des images fixes, des images d'archives, des plans remaniés, des lectures, c'est-à-dire de produire une espèce de mise en scène, en quelque sorte, de mise en récit, qui fasse droit à tout ce que les technologies permettent d'utiliser dans le cadre d'un produit qu'on appelle le web documentaire, pour parler de la transformation des espaces dans une sorte de parallèle continu et parfois même entremêlé entre l'histoire monastique et l'histoire carcérale. Alors cette variété des supports, ça fait vraiment partie des grands intérêts du format et de celui-ci en particulier, Couloir de prison, vraiment que j'encourage tout le monde à aller regarder, à naviguer à l'intérieur. Olivier, c'est aussi quelque chose qui permet à différents types de publics de s'approprier les éléments, parce qu'il y a des gens dont les usages vont être plus associés à des formes de lecture sur écran, d'autres qui sont plus habitués à lire de la vidéo ou à jouer des sons et qui du coup font parfois autre chose en même temps et vont avoir besoin juste d'écouter, de cliquer sur play pour écouter un document d'archives lu, une interview d'un chercheur, d'une chercheuse. Donc c'est aussi une manière de s'adapter à des usages différents du web. C'était l'une des données aussi très importantes dès le départ, c'est-à-dire d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc proposer plusieurs niveaux de lecture et ne pas finalement enfermer, c'est le cas de le dire, le projet à un public de chercheurs déjà habitués au format, disons, classique d'un livre ou d'une exposition d'autres chercheurs. Donc là, on voulait ouvrir vraiment au niveau des publics et notamment toucher un public plus en ligne, plus jeune, plus novice sur les thématiques. Ce qui nous a permis en fait de proposer ces différents niveaux de lecture. Donc à la fois on peut ne lire que des titres, on ne peut que regarder les têtes de chapitres, les têtes de lieux. Rien que la navigation en soi sur la carte interactive, la page d'accueil, c'est déjà en fait une expérience où on apprend beaucoup de choses. Ensuite, on a le parcours vidéo qu'on propose. Ensuite, si on rentre dans les fiches, chaque fiche finalement est en soi une fiche indépendante qui se suffit à elle-même et on peut lire toutes les fiches d'un chapitre ou les premières fiches de chaque chapitre, etc. Enfin, l'idée vraiment pour nous, c'était de réussir à concilier ce besoin du côté de l'équipe de recherche de proposer beaucoup de contenu tout en proposant aux spectateurs, aux internautes, différents niveaux de lecture adaptés en fait à chaque condition des internautes. Est-ce que vous connaissiez Clairvaux avant d'entrer dans ce projet et comment s'est faite votre découverte plus approfondie? Vous êtes allé sur place, vous avez pris des photos. Comment s'est faite cette rencontre avec l'objet historique lui-même, parce que finalement, pour concevoir ce webdoc, vous ne pouviez pas juste avoir un input des chercheuses et chercheurs et puis vous contenter, entre guillemets, d'être sur le clavier, d'assurer l'intendance technique. Il fallait coproduire. Tout à fait, ouais. C'est aussi
l'une des raisons pour laquelle nous, ce projet nous a emballés. On était très curieux de découvrir Clairvaux. Et dès le départ, une visite à Clairvaux s'imposait de toute façon pour saisir les enjeux du lieu, sa taille, le visiter. Et c'est là où toute l'équipe des chercheurs d'enfermement est assez géniale, parce qu'elle nous a inclus dans le projet, et on a très rapidement, avec mon associé Thomas Salva, été visiter en fait Clairvaux. On a fait la rencontre de Jean-François, évidemment, qui a été notre guide dès le début et qui est le guide dans le cloître et la prison. Et pour nous, ça nous a permis à la fois donc de prendre en photo les lieux, de filmer les lieux, mais aussi tout d'un coup de comprendre comment d'autres lieux qui résonnaient peut-être de façon plus facile, comme le Mont-Saint-Michel ou Fontevraud, en fait, étaient tous liés à un même destin, à une forme de même histoire, puisque ces lieux ont eu les deux fonctions présentes à Clairvaux. Donc on a fait 4 visites au moins, voire 5. Voilà, on a fait plusieurs voyages, on a fait plusieurs jours, et ça nous a permis, nous, de mieux comprendre finalement autant le lieu que l'ambition en fait du projet. C'est-à-dire que le cloître et la prison, c'était forcément s'immerger dans Clairvaux, prendre un peu la mesure de l'espace, se promener dans ces lieux, les identifier et comprendre comment ils avaient évolué à travers le temps et à travers les fonctions. Et d'un point de vue technique, d'un point de vue web, il fallait rendre en fait hommage à ces sensations, ces visites du réel. Ça me paraît illustrer un point important. Vous y avez un petit peu fait allusion, Isabelle Landona, c'est que ce qu'on a pu appeler le tournant spatial des sciences sociales, il a un volet théorique qui est très intéressant. Il y a toute une réflexion sur les espaces et les effets spatiaux des phénomènes, mais il y a aussi un volet, à mon avis aussi important, qui est le volet pratique, c'est-à-dire que passer du temps sur les terrains conduit à transformer la nature d'une enquête. Passer du temps sur les lieux de son enquête transforme la façon de voir, de comprendre. Ça paraît une banalité, mais en fait, ça a des conséquences assez fortes en termes scientifiques, y compris par les rencontres que l'on fait, et notamment de tous ces savoirs locaux, parce que généralement, on n'est pas le premier à aborder un lieu, et ça permet de nouer des liens avec des gens qui ont un savoir, avec qui on peut échanger, et qui vont nous permettre de comprendre différemment des lieux. Absolument, vous avez tout à fait raison. Donc c'est vrai que le volet théorique est puissant quand même. Le Spatial Turn a donné lieu à une abondante production bibliographique. Et alors, du point de vue pratique, oui, je crois que la fréquentation de Clairvaux nous a donné à tous peut-être une autre vision des choses. Bon, d'abord parce qu'il y avait ce personnage extraordinaire à tous les sens du terme, qui est Jean-François Leroux, qui est le guide, Olivier vient de le dire, dans le web documentaire, mais s'il est le guide, c'est pas seulement parce qu'il était le président de l'association qui nous a beaucoup soutenus matériellement, financièrement, etc. C'est aussi parce qu'il était en quelque sorte Clairvaux lui-même. Il a commencé à fréquenter les lieux tout petit avec son père en apportant des colis de Noël aux détenus au moment de la guerre, enfin peu après la guerre. Et puis voilà, il s'est retrouvé là, alors qu'il a eu un destin à la fois de journaliste, de maître d'ouvrage. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies en une seule. Hein. Et c'est vrai que la fréquentation de Jean-François, et à chaque fois qu'on mettait les pieds sur Clairvaux, parce qu'évidemment, on a des plans, on finit par accumuler des tas d'archives, il y a des tas de témoignages, des choses qui ont été publiées, etc. Et à chaque fois, on découvrait des coins nouveaux. Hein, et c'est sûr que ça... Enfin, quand il s'est agi de comprendre comment fonctionnait, enfin comment pouvait fonctionner le web documentaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été difficile, mais je crois parmi les choses qui ont vraiment bien fonctionné, c'est le fait à chaque fois qu'on parlait d'un thème, par exemple, d'un point précis de transformation, etc., de revisualiser ces lieux que nous avions parcourus, soit l'équipe au départ toute seule, soit avec nos amis de Lumento, et ça donnait une sorte de clé. Ça a permis de densifier les textes quand il s'est agi à la fois d'aller à une épure, parce qu'on était limité par le nombre de signes, et en même temps on voulait dire beaucoup de choses, donc ça permettait, vous voyez, de réajuster en permanence le propos. Donc nous, on est tous très très convaincus qu'aller voir les lieux, il est clair que ça change. Enfin, Clairvaux, c'est un lieu, encore une fois, je le disais au début de cet entretien, qui laisse personne indifférent.
personne indifférent. Parce que si vous voulez voir une belle abbaye cistercienne, vous allez à Fontenay, vous allez à Senanque, puis il y en a plein dans toute l'Europe. Donc voilà, là c'est pas ça que vous verrez. Vous verrez sans doute le plus beau bâtiment des convers du monde cistercien encore debout, mais vous verrez un truc qui ressemble à rien et qui est unique et qui est immense. Genre. Ah bah c'est 33 hectares la clôture. Donc, je ne sais pas si vous voyez, 33 hectares, c'est gigantesque. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, il y a encore le mur qu'on dit de l'abbaye quand elle se pétrifie. Hein. Donc, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'il y a un autre problème, hein, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de fouilles à Clairvaux. Donc, il y a en réalité des pages et des pages à écrire. Hein. Mais quand vous voyez cette enceinte, l'enceinte, c'est 33 hectares. Donc, 33 hectares dans laquelle vous avez à la fois les bâtiments monastiques, les bâtiments qui ont été reconstruits ou construits ex novo, au prix d'ailleurs de la destruction des bâtiments médiévaux au milieu du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, quand on passe à la phase carcérale, la construction, les réaménagements liés finalement au développement de la maison centrale au XIXe siècle. Et puis encore en 1970, l'inauguration des bars de la partie haute du site. Bref, donc c'est un site absolument gigantesque, absolument gigantesque. Olivier Lambert, en termes de temps de travail, Isabelle Landonna nous a dit que c'était beaucoup de temps, plus évidemment d'autres activités. Pour vous, il y avait sans doute aussi d'autres projets, mais c'est un projet au long cours, avec des phases plus intenses, avec aussi toute une part de travail invisible entre ce qu'on voit aujourd'hui à l'écran et puis ce qui a été accumulé en termes de photos, en termes de données, en termes d'heures de codage, etc. C'est évidemment très dur à quantifier, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une idée de comment ça s'organise ? Pour ces projets-là, c'est toujours assez compliqué. Nous, chez Lumento, on est une société audiovisuelle. On fait principalement des films institutionnels, notamment pour la culture, et quelques projets indépendants qui prennent des formes variées. Le cloître et la prison, c'était l'un des projets indépendants qui prend une forme variée, puisque c'était un format interactif, et sur lequel l'envie était là, en tout cas, de s'inscrire dans la durée. C'est un développement, en fait, en plusieurs phases. Il y a une première phase qui est assez inquantifiable, qui est cette phase qu'on appelle d'écriture et de développement. C'est-à-dire qu'on ne touche à rien, ce n'est pas du développement informatique, c'est plus du développement conceptuel. Donc ça veut dire que c'est la rencontre avec l'équipe du projet Enfermement, ça veut dire beaucoup d'échanges, beaucoup de temps, en fait, de compréhension, d'adaptation presque, pour saisir les enjeux intellectuels, les enjeux scientifiques, et tout ça, ça a été entre 2014 et 2016, je pense, donc quasiment 2 ans vraiment de découverte mutuelle et de visite à Clairvaux pour découvrir ce qu'on pouvait faire, en fait, les potentialités de ce qu'on pouvait faire. Ce qui ressemble au fond au temps de travail du chercheur ou de la chercheuse avant de commencer à écrire son manuscrit traditionnel. Hein. On est finalement dans une forme de travail comparable. Exactement. Ce travail-là, il est incompressible en plus. On peut aller plus vite si le projet et si le sujet est restreint, évidemment, mais sur un tel sujet, c'est très difficile d'aller beaucoup plus vite. Et l'accumulation de matière, elle vient notamment dans cette phase-là. Ensuite, on a été beaucoup plus, pendant 1 an sur une conception web, c'est-à-dire là de graphiquement poser sur le papier le format web, c'est-à-dire l'arborescence, le graphisme, finalement... qu'est-ce qu'un écran allait montrer, quelle forme ça allait prendre. Et donc ça, c'est plus une partie qu'on appelle le web design, le graphisme, web, qui a pris 1 an. Et donc, pour accéder à arriver à une maquette, qui montrait les interactivités, en tout cas comment on allait pouvoir naviguer sur ce site. Et ensuite, on a eu, une bonne année à la fois de développement informatique et puis tout ce qui est la partie visuelle, donc réalisation des vidéos, montage des vidéos, tout le choix des photos, puisque comme on l'évoquait, il y a eu 4 campagnes photos de 2015 à 2018. Et puis j'imagine toute une phase de test pour s'assurer que ça fonctionne à chaque étape, que la navigation fonctionne, qu'on n'est pas perdu, qu'on n'est pas renfermé à Clairvaux virtuellement. Exactement, qu'on puisse accéder à tous les contenus, puis revenir à la page principale, tout le travail de relecture pour éviter les coquilles, etc. Enfin, donc voilà, c'est un projet qui nous a pris 4 ans en tout. C'est pas un projet sur lequel nous, on
quantifie en temps homme, entre guillemets. C'est plus des projets sur lesquels on sait qu'on s'inscrit dans une durée. En général, on a une deadline, c'est-à-dire qu'on fixe un cap, un objectif de on aimerait sortir le projet pour telle date, et après on mesure si c'est réaliste ou pas. Ça aurait pu se faire plus vite sur certaines phases, mais en réalité on a eu souvent des reconsidérations sur certains enjeux assez forts et ce temps long nous a permis aussi de réajuster. Isabelle Landona, cette ampleur du projet que Olivier Lambert vient de décrire m'amène aussi à vous poser la question de son ancrage académique, du fait qu'un projet comme celui-là, il ne peut se faire qu'avec des soutiens, même si vous avez été 4 à le porter concrètement, mais il y a forcément derrière des financements, des soutiens pour que ça puisse exister. Absolument. Alors, vous posez là une question, je vais répondre précisément à votre question à propos du webdoc, mais une question plus générale, c'est comment finance-t-on des projets innovants en sciences humaines et sociales? Et là, l'enfer s'ouvre sous nos pieds, parce que en réalité, les financeurs, s'ils n'ont pas une bonne idée, en réalité, si vous leur montrez pas le truc fini, voilà, ça marche pas. Alors, de façon très paradoxale, ce projet, il a été soutenu par des laboratoires, nos laboratoires de recherche, donc le CERI qui est mon équipe à l'université de Reims, un peu, beaucoup le LAMOB de l'université de Paris 1 et énormément le LABEX, le laboratoire d'excellence Aztec, auquel on a dit et renie notre dette à plusieurs reprises, parce qu'on a été soutenu tout au long du programme. Depuis 2009, on a été soutenu, et franchement, on a été très soutenu pour le webdoc, dont le coût n'est pas résiduel, et en même temps, dont le prix qui a été payé est en réalité, mais d'une certaine manière, Olivier le disait tout à l'heure, sans commune mesure avec le travail qui a été fourni par l'Umento. Vous voyez, enfin, par moments, on avait quand même l'impression que c'était une entreprise mécénale, le travail de l'Umento avec nous, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors ensuite, il y a des tas de... Bon, et puis l'association aussi, l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, qui analyse des financements de la région, de l'État, etc., de la culture. Bon, vous voyez, donc il y a eu un consortium de financement, mais je dois dire que le gros du financement du web documentaire, c'est le laboratoire d'excellence Aztec, qui nous a beaucoup soutenus. Et ensuite... quand on touche au but et qu'on commence à montrer des choses qui ressemblent peu ou prou à ce que vous voyez actuellement, même si c'est pas tout à fait ça, là, tout à coup, les portes s'ouvrent. Mais c'est trop tard. Donc les gens viennent s'agréger. Alors je citerai pas de nom. Bon, et puis on a eu des partenariats d'industrie, comme on dit. C'est ça, voilà. C'est-à-dire des partenaires qui ne donnaient pas de l'argent, mais qui ont puissamment contribué aussi à la réalisation du projet en fournissant des choses. Donc je pense par exemple au partenariat avec les archives départementales de l'Aube qui ont restauré, numérisé des plans pour nous. Même chose pour les archives nationales qui ont restauré, qui ont mis à disposition des cartons, une salle pendant plusieurs mois à Perfit, voilà, où on avait open bar pour consulter des choses et ensuite les faire restaurer. Enfin, c'était extraordinaire ce partenariat. Donc, vous voyez, c'était pas de l'argent, mais in fine, ça se retrouve dans le, comment dirais-je, dans le web documentaire. On a eu un partenariat gratuit grâce à la mise à disposition des droits, comme ça, gratuitement, par exemple, avec l'École nationale d'administration des pénitentiaires qui conserve le fonds photographique Henri Manuel, qui est un truc extraordinaire, dont on a pioché, enfin, dans lequel on a pioché de très belles photos. Et la caractéristique de cette campagne photo d'Henri Manuel, qui au départ n'était pas du tout versée dans ce genre photographique, dans les années 30, c'est de montrer de la prison avec des gens dedans. Donc, donc on a puissamment utilisé tout ça. Donc tout ça pour dire, j'en oublie sûrement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu du partenariat d'industrie et du financement sonnant et trébuchant pour rétribuer le travail de l'Umento, mais qui n'a pas été rétribué, me semble-t-il, à la hauteur de l'investissement, parce que ça a duré quand même, bon, puis on était un petit peu casse-pied sur certaines choses. Il y avait des visions du monde qui n'étaient pas toujours cohérentes. Et ce qui est miraculeux, c'est qu'on a fini par s'entendre, notamment avec le graphiste,
qui a fait un très très beau travail. Alors après, sur le graphisme, il y a des collègues qui ont dit, bon, c'est très beau, parce que de fait, je crois que c'est très beau. Ils ont dit, mais finalement, c'est un peu trop beau par rapport au sujet relativement dramatique et pesant que vous voulez montrer. Hein. C'est une discussion avec Arlette Farge, qui par ailleurs a reconnu les mérites du projet. Je me disais, mais enfin, quand même, ce côté esthétique me gêne. Ah oui, mais en même temps, si vous voulez faire voir des choses à un public un peu large, je crois qu'il est aussi important de le séduire par l'emballage, d'une certaine manière, l'ergonomie, certes, mais l'emballage, quoi. Voilà, donc c'est très important, ça. D'autant qu'Arlette Farge, dans ses propres ouvrages, ne cède pas toujours à l'austérité la plus totale. Bien sûr. Non, mais il y a un certain goût de l'esthétisme de la phrase, évidemment. Alors, du coup, j'ai une autre question, et c'est intéressant d'évoquer ce type de réaction de collègues, parce que le deuxième volet de ma question sur l'ancrage académique, c'est finalement du côté de la réception. Est-ce que c'est perçu par des collègues à qui vous l'avez montré comme un objet scientifique? Est-ce que ça peut être cité dans une bibliographie? Moi, je pense que ça mérite de l'être, mais c'est pas encore tout à fait, à mon avis, rentré dans les mœurs de citer ce type de choses telles quelles dans une bibliographie. Est-ce qu'il y a une réception académique de cet objet, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore en cours, ou peut-être un peu incertain? Alors, je pense que c'est assez incertain. En réalité, quand on parle avec les collègues, ils voient bien le travail. D'autant qu'on a eu à cœur de mettre dans le webdoc, il y a toute une partie archives et bibliographie. Donc, qui veut voir et essayer de mesurer le travail intellectuel qu'il y a derrière, mais très concret, de lecture, de dépouillement d'archives, de recherche iconographique, de recherche de textes, de travail sur les plans, enfin bref, des choses de chercheurs, quoi, peut les voir très aisément. Ensuite, si la question est comment on met ça dans un CV et quel impact factor on peut en escompter, là, ça devient très compliqué. Pourquoi ? D'abord parce que la première raison, me semble-t-il, c'est que c'est un travail vraiment collectif. C'est-à-dire, personne de nous quatre, Falke Brettschneider, Julie Claustre, Elisabeth Lucet, moi-même, peut dire ça c'est ma fiche, ça c'est ta fiche, ça c'est la fiche de un tel. Non. Il y a eu un travail, Olivier en est témoin. Je veux dire, on a tous mis les mains sur tout et à toutes les étapes. Et rarement il m'a été donné de voir un travail collectif à ce point. Et je dois vous dire que, bon, intellectuellement, c'était extrêmement réjouissant, même s'il y a eu des phases très très difficiles, parce que évidemment on n'était pas toujours d'accord entre nous. Donc c'est un travail totalement collectif, et je connais peu d'exemples sur un projet de cette ampleur où on peut dire on a travaillé à 8 mains, et il n'y a aucun d'entre nous qui peut dire j'ai fait plus, j'ai fait moins, etc. On a tous mis les mains dessus durant 4 ans. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, sur la manière de mesurer avec la manie actuelle de tout évaluer, de sorte qu'à force de vouloir de donner de la valeur à tout, on n'en donne plus à rien en réalité. Bah voilà, alors il faudrait, par exemple, si on met les fiches bout à bout, juste pour vous donner un exemple, on fait un livre de 300 pages. Vous voyez ? On fait un livre de 300 pages parce que il y a le texte, il y a les images, puis il y a toutes les références qui ne sont pas dans les fiches, parce qu'il ne s'agissait pas d'alourdir excessivement, voilà. Mais il faudrait mettre tout l'apparat de notes. Bon. Donc, en réalité, je crois que peut-être certains, j'ai un vague doute là-dessus, s'imaginent que ça a été une espèce de chose comme ça, de divulgation scientifique. En réalité, c'est le support, le choix de l'enveloppe qui postule puissamment la volonté de divulgation scientifique. Mais c'est un produit hybride, en fait. C'est un produit assez inhabituel, je crois, dans le paysage. Et donc, ça veut dire qu'il y a des habitudes peut-être à changer aussi chez nos collègues pour prendre en compte, pas forcément prendre en compte à la façon des bibliométries un petit peu stériles, mais en tout cas, intellectuellement, pour le prendre en compte. Oui, alors, bon, on est cité, peut-être pas autant qu'on le voudrait, encore que j'ai pas d'idée sur la question, parce qu'en réalité, je me suis pas penchée plus que ça, mes camarades non plus, donc voilà. Mais je crois que, bon, enfin, c'est une référence toute. Je pense que personne ne conteste l'hyper sérieux de la chose. Je veux dire, c'est aussi sérieux que les 3 volumes publiés aux publications de la Sorbonne. Simplement, c'est un aspect totalement différent. Et au lieu d'être le fruit d'une rencontre avec 12, 15 enseignants, chercheurs, etc., de droite et de gauche, c'est un produit de 4 plus l'Umento. Parce que vous avez compris que, finalement, alors, ce qui était réjouissant aussi, c'est le dialogue qu'a pu... Parce qu'intellectuellement,
franchement, ça nous a fait, nous, beaucoup progresser. Olivier et son équipe ont eu à souffrir de nos obsessions, de notre volonté de négocier pied à pied sur des choses comme, par exemple, la longueur des fiches, ou combien on met de documents, et pourquoi tu nous ferais pas un truc comme ci, et pourquoi tu nous ferais pas un truc comme ça. Bon, voilà. Mais nous autres, on a beaucoup appris. Et du web designer, bon, d'Olivier lui-même, de Thomas, parce qu'il a fait des photos qui sont extraordinaires, du web designer parce qu'il a fait un travail de conception, de réflexion sur finalement la meilleure manière de mettre en valeur, hein, parce que c'était ça aussi le pari. Et donc c'était très réjouissant aussi. Bon, alors maintenant, est-ce que ça fait partie des mœurs académiques ? Oui, enfin, plus ou moins. Mais voyez, par exemple, quand on avait contacté le CNRS Images, et ça, ils nous avaient dit, ah, oui, apport en industrie. Bon, enfin, il n'y avait pas moyen de trouver un sou. Ensuite, il n'y avait pas moyen, finalement, de faire réfléchir des équipes branchées sur ces technologies-là et sur ce type de support. Bon, et on est bien content d'avoir trouvé, totalement par hasard, vous l'aurez compris, hein, Lumento pour nous aider à faire ça. Donc, pour répondre finalement à votre question, je crois que, j'ose espérer que tout le monde est bien conscient du fait que c'est un vrai travail de chercheur, mais vraiment à 100%, et qu'en même temps, il ne faut pas se laisser leurrer par l'enveloppe qui, à certains égards, peut paraître très chatoyante et même peut-être légère, non pas au sens où le sujet le serait, mais voilà, légère au sens où il y a une navigation agile, des couleurs, divers niveaux de lecture qui rendent les choses attrayantes. C'est pas parce que c'est attrayant, ou enfin on espère, enfin moi je trouve ça très attrayant, que c'est pas sérieux et que derrière il n'y a pas du hard, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Olivier Lambert, du côté de la réception, vous avez des données qui vous permettent d'en avoir une idée au-delà de ces questions académiques ? Alors, c'est une chose qu'on a travaillé aussi. On a établi un partenariat avec France Culture. Donc, on a fait une avant-première officielle en septembre 2018 aux Archives nationales. On a eu un lancement sur France Culture, donc sur le site internet de France Culture, qui était partenaire de diffusion pour toujours dans cette idée de toucher un public, disons, averti, mais un peu plus large que le public de chercheurs en histoire, par exemple. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir présenter le projet en réel aux rencontres à Blois, à Clairvaux, enfin à plusieurs occasions. Dans des masters, voilà. Oui, à plusieurs occasions. Après 3 ans bientôt, donc en septembre, enfin 3 ans d'exploitation, on a plus de 50 000 visites uniques qui ont été comptabilisées. Donc c'est à ramener à, disons, à l'ampleur du projet et du sujet. Ça, c'est un chiffre qui pour nous est intéressant parce que on le colle à un autre chiffre, c'est-à-dire la durée moyenne de visite qui approche des 4 minutes, qui est donc un temps pour Internet, c'est plutôt un temps long. En général, on peut avoir un temps de visite qui est assez réduit et qui se limite uniquement à quelques secondes. Donc là, on a des visites qualitatives. On a, disons, en moyenne des gens qui ont passé pas mal de temps. Il y a évidemment des sujets qui sont plus ressortis que d'autres, des vidéos qui ont été plus vues que d'autres. Mais grosso modo, c'est assez intéressant de voir que le projet est toujours en ligne, donc il est toujours visible. On peut, c'est ce qu'on appelle l'effet longue traîne sur Internet, c'est-à-dire cette espèce de côté visible dans le temps long. S'il y a une nouvelle actualité sur Clairvaux, forcément c'est un site qui naturellement va remonter et qui sera encore visible pour plusieurs années et dont l'actualité est toujours finalement pertinente. Dernière question, est-ce que ce webdoc, vous l'avez montré, partagé à des acteurs de ces univers ? Je pense à l'administration pénitentiaire d'un côté, je pense aussi à l'Église catholique de l'autre, qui a récemment été secouée par une affaire d'exclostration d'une religieuse. Il y a un article assez savoureux dans Le Monde à propos d'une histoire assez difficile à comprendre, d'une dominicaine chassée de son couvent, enfermée ailleurs, etc. Donc on est en plein dans ces thématiques. J'imagine que ça vous a intéressé, Isabelle Landena ? Oui, alors bien sûr, régulièrement il y a des formes d'actualité qui peuvent... Alors pour répondre à
votre question, alors du côté de l'administration pénitentiaire, je ne sais pas si le webdoc est très visionné, mais l'administration pénitentiaire est au courant de notre travail pour la raison simple que on a eu affaire régulièrement, et encore la semaine dernière, dans un contexte un peu particulier, au directeur de la maison centrale de Clairvaux qui nous a autorisé diverses visites, prises de vue, etc. Puisque, comme vous le savez, il y a encore des détenus, enfin, Clairvaux est maison centrale, hein, donc en général sont enfermés, emprisonnés là des individus pour longue peine, enfin globalement c'est des longues peines, donc des gens qui sont qui ont commis des délits extrêmement graves. Donc nous on a toujours eu à cœur de comment dirais-je, de collaborer avec la direction de la maison centrale pour obtenir les autorisations et pour tenir au courant de ce qu'on faisait. Hein. Donc on a connu 2 ou 3 directeurs de prison depuis 13 ans. Bon voilà. Et l'actuel directeur, vous voyez, on est encore allé faire une visite, voir des petits recoins qu'on n'avait pas vus la semaine dernière. Bon, tout ça pour dire que du côté de l'administration pénitentiaire, je pense qu'on sait que ça existe. Je ne sais pas si ça a une vertu pédagogique, mais enfin bon, localement, l'administration et les surveillants, enfin tout le monde sait que cette affaire-là existe. Bon. Du côté, votre deuxième partie de question, c'était sur du côté de l'Église. Alors ça, je ne sais pas. À vrai dire, on n'a jamais été sollicité véritablement pour aller présenter cette affaire-là dans les milieux ecclésiastiques institutionnels. Voilà. Bon, ensuite, il faudrait voir, mais je crois qu'on n'a pas la possibilité de savoir dans nos données analytiques qu'on sort toutes les semaines ou tous les mois là, enfin voilà, on peut savoir les lieux, hein, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des visiteurs aux États-Unis, enfin dans des endroits improbables, en Australie, bon tout ça. Mais non, donc on l'a beaucoup présenté, bon dans les milieux universitaires, mais aussi dans des lieux dans des formations, vous voyez, pour montrer un petit peu en quoi ça consistait. En réalité, nous on est prêt à continuer, à expliquer. Enfin, puis à chaque fois, Olivier se prête de très bonne grâce et accepte de distraire de son temps, précieux par ailleurs, pour nous accompagner dans l'explication de ce qu'on a voulu faire. Et pour revenir à votre question précédente, je crois que ça n'a pas forcément une lisibilité évidente pour tout le monde, vous voyez. Je crois qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Et pour revenir à une de vos toutes premières questions sur la bande dessinée, sur d'autres formes de, entre guillemets, divulgation scientifique, là, en réalité, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une volonté de divulgation scientifique, mais sur la base d'un vrai travail de recherche autonome, si je puis dire. C'est-à-dire, on ne se contente pas de rendre accessible quelque chose qui aurait été préconçu. Le contenu accessible porte en lui-même, on l'espère du moins, des formes de nouveautés. Et puis enfin, sur la manière dont le webdoc est reçu, hein, c'est sûr que là, compte tenu des débats qui se sont ouverts sur l'avenir de Clairvaux, puisqu'on ferme la maison centrale en 2023, hein, donc il y a une mission au sein du ministère de la Culture, un chargé de mission qui a été désigné, des acteurs multiples entre la région Grand Est, la culture, l'administration pénitentiaire, dont les discours sont pas forcément tout à fait identiques, enfin c'est le moins qu'on puisse en dire. Donc on sait par exemple qu'effectivement il y a eu des tweets il y a pas très longtemps du chargé de mission reprenant notre magnifique page d'accueil. Donc on se félicite que quand on veut parler de Clairvaux, on aille voir ce travail qui est le nôtre et celui de Lumento aussi, sachant qu'encore une fois le webdoc part de Clairvaux, dit un mot de Clairvaux à chaque étape, mais à la prétention de parler de lieux multiples et variés qui n'ont pas eu la même destinée. Et je crois que ça, c'est important de le dire aussi, hein, c'est que pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ce travail, enfin en tout cas nous, ça nous a beaucoup intéressé, c'est parce que dans de nombreux lieux, on a effacé, au moment de la patrimonialisation, c'est vrai à Fontevraud, c'est vrai au Mont-Saint-Michel, mais je pourrais vous citer plein d'autres exemples, hein, on a effacé la mémoire carcérale. Voilà. Pour diverses raisons. Bon, parce qu'on estimait que c'était pas glorieux, ou bien parce qu'on estimait qu'il fallait redonner au bâtiment une allure
qui était incompatible avec le maintien, ne serait-ce que dans des recoins, quoi, de la mémoire carcérale. Donc quand vous allez au Mont-Saint-Michel aujourd'hui, c'est vrai que personne n'imagine ce qu'a été le Mont-Saint-Michel. Ça a été une prison pour les politiques jusqu'en 1863. Donc c'est vrai que l'histoire est moins longue qu'à Clairvaux. Mais bon, Fontevraud, c'est jusque dans les années 60, 1960. Donc il y a là quelque chose qui est tout à fait unique au monde à Clairvaux. Et on serait bien inspiré de pas l'oublier, de pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire pas raser d'abord et réfléchir ensuite, quoi. Voilà. Je pense que ça, c'est une bonne conclusion à notre discussion. Je vous remercie tous les deux. Je signale qu'évidemment, on mettra le lien claudeprison.fr sur le site de Parole d'Histoire. Je mettrai aussi une sélection d'autres web documentaires pour des gens qui seraient intéressés pour découvrir ces formes. D'ailleurs, je peux vous demander au passage, Olivier en particulier, si vous avez travaillé, vous êtes un connaisseur de cette question, s'il y a d'autres web docs que vous conseilleriez, soit que vous avez fait, soit que vous avez vu. Je ne sais pas s'il y en a que vous voudriez partager à ce micro. Alors oui, il y en a beaucoup. Je peux en partager, mais il faudrait que je vérifie s'ils sont toujours en ligne, parce que cette grosse problématique de l'existence, la survivance, mais il y en a un, je sais, qui va être remis en ligne, là, qui a été diffusé au tout début des années 2010 par Arte, qui s'appelle Gaza Sderot, qui présente un peu une journée de chaque côté, en fait, de la ligne de démarcation, et qui est assez intéressant pour se plonger dans un contexte qu'on comprend pas forcément très bien, et qui a été réalisé par la société Upian, et qui est un peu un des, webdoc fondateurs. Aujourd'hui, on dit un peu moins webdoc, entre guillemets. On parle beaucoup de projets interactifs, parce que c'est avant tout cette dimension-là qui est à mettre en avant sur l'interactivité et cette liberté laissée à l'internaute de choisir. Et Gaza Sderot est un bon exemple de ça, parce qu'on peut choisir sur une longue période, plus de 60 jours, de voir ce qui se passe d'un côté ou de l'autre d'un mur, en fait, qui sépare des peuples. Merci de nous l'avoir expliqué. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.